Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte, puis souviens-toi que le silence est paix. C'est ainsi que nous disons bonjour à nos très chers téléspectateurs, très chers auditeurs et internautes. Bienvenue dans votre émission Grand Jury avec votre humble serviteur Rodrigue Aego autour de ce plateau avec moi. Notre invité, l'unique que nous recevons ce matin, Tchakala Alirou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Avant de le retrouver, nous allons planter le décor rapidement. Aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro aux discussions autour de 3 sujets, notamment la pénurie suivie d'augmentation du prix à la pompe des produits pétroliers avec les explications de Madame la ministre Lexime Balouki. Est-ce que ces explications sont convaincantes? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Nous allons également parler de la dette extérieure du Togo, 5 ans après l'atteinte du point d'achèvement PPTE. Aujourd'hui, selon les organisations qui publient donc l'état financier et économique du Togo, cette dette serait évaluée à plus de 1000 milliards de francs CFA. Comment donc peut s'expliquer cet endettement? Nous allons également parler des affaires pendantes devant les tribunaux du Togo, notamment affaires dites d'escroquerie internationale et tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Qu'attend-on donc pour mettre en œuvre l'arrêt de la CEDEAO? Nous allons voir là où ça bloque. Et comme je l'ai dit, avant de retrouver notre invité, nous allons scruter la une des journaux parus ce jour. Commençons par l'Union pour la patrie qui écrit « Au nom de la surveillance multilatérale dans l'Union, l'UEMOA veut sa place dans les consultations entre le Togo et les institutions de Bretton Woods. » Et puis en justice transitionnelle, 5 formes de modalités selon Monseigneur Nicodème Bariga bénissant la restitution, la réhabilitation, la satisfaction, l'indemnisation et les réformes. Pour le Premier ministre Classou, il s'agit de prendre en compte les réalités togolaises. Et puis la question de parité homme-femme remise sur le tapis, les femmes en milieu rural y croient elles aussi et toujours. Et puis sur les principaux marchés de Lomé, l'indice tubercule et plantain en constante hausse, loisirs et culture quasi stable. Voilà donc pour ce qui concerne la une de l'Union pour la patrie. Togo Matin également dans les kiosques qui titre politique cap sur le Togo, Fabre brise le silence à son retour. Et puis zone franche industrielle, faire appliquer les règles, écrit Togo Matin. Sport, tirage mondial 2018, le Togo croise l'Ouganda au 2e tour. Et puis Kenya, donc parlant de la visite du président américain Barack Obama, homosexualité, Ouro rejette la plaidoirie d'Obama. Et puis éditorial, prix de l'essence. Voilà donc pour ce qui concerne Togo Matin. La symphonie également dans les kiosques ce matin écrit sécurité et sûreté maritime, sommet de novembre 2015. Lomé se hisse à la pointe de la lutte contre l'insécurité maritime. Et puis une citation du ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Djoussé, repris par le journal, je cite, le rêve du Togo est qu'au soir plutôt du 7 novembre que le prochain sommet aboutisse à une charte appelée charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime. Fin de citation. Et puis toujours à la une de la symphonie, invité spécial Dobou Pafio, qui également dit, je cite, « Je suis à 200% certain que si le comité de normalisation arrive à établir avec les acteurs un chronogramme consensuel, le championnat pourra démarrer. » Et puis, assassinat de Tavio Amourin, 23 ans après des Togolais à des fins non avouées tentent de tripatouiller l'histoire. Et puis en petite étoile, le docteur David Iou, accusé, donne sa version des faits. Le médium est également dans les kiosques ce matin et écrit Culture Société. Le comédien et clown Naté Ablodevi admis à l'hôpital après un accident de circulation. Appel au soutien, écrit le journal de notre cher confrère Credo Tété que nous saluons au passage. Et puis administration territoriale, problème de chefferie à Adidoko dans le Zion, les points d'éclaircissement des Aziamadi. Et puis politique SCAP, le gouvernement Classou mise sur les axes prioritaires pour le développement des secteurs à fort potentiel. Économie consommation, une progression de 0,2% du niveau des prix
en juin, nous apprend le médium culture Akpema. L'initiation de la jeune fille vierge chez les Kabyais succède aux Zévala. Voilà donc pour tout ce qu'on peut lire à la une du journal Le Médium. Et pour finir, Reflet du Palais également, sorti ce matin dans les kiosques donc pour le numéro 25 de ce mois de juin. Donc invité spécial, la traite des personnes au Togo. La dénonciation des cas de traite est essentielle et peut être faite sous anonymat. Une citation de Degbovi Kofi, magistrat, conseiller à la Chambre judiciaire de la Cour suprême, président de la cellule anti-traite au ministère de la Justice. Et puis renouvellement des membres du CSM, 8 des 9 membres déjà connus. Les juridictions ont élu leurs représentants à l'issue d'un scrutin laborieux. Le nouveau bureau du CSM en photo à la page 12 donc de Reflet du Palais. Des acteurs se prononcent sur l'entrée au gouvernement de M. Pius Agbetome. Kodjo Garba Nyambi qui dit, je cite, « Je crois à mon sens qu'on ne peut trouver meilleur parmi les magistrats ». Fin de citation. Et puis question-réponse, je porte plainte. Puis-je revenir sur ma déposition et quel est l'effet sur la procédure enclenchée? Point d'interrogation. Voilà donc tout ce qui concerne les journaux parus ce jour dans les kiosques. Nous revenons rapidement avec notre invité autour de ce plateau, Tchakala Alilou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs de la 102.7 et à tous les téléspectateurs de Radio Espoir 47. La télévision Espoir 47. Sans oublier également que nous sommes suivis sur le web via deux liens, le www.ebenradio.com, le www.togovision.com. Sans oublier également le www.togo-6online.co.uk qui reprend depuis quelques temps quelques séquences de l'émission Grand Jury sur son site. Bonjour donc, puisque nous y sommes, nous en profitons pour dire bonjour à tous les confrères journalistes qui sont fidèles à cette émission Grand Jury, à tous ceux qui ont une fois mis pied dans nos studios, à tous ceux qui nous suivent également, tous les fidèles, sans oublier Sir Adomayakor, sans oublier également Firmin Aïkwe Ajavon, directeur général de l'imprimerie Label Print, et également au préfet de Zio, sans oublier le maire également de la ville de Tchévier. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Sans oublier également le point focal UNIR de la préfecture de Zio. Revenant autour de ce plateau en début de semaine dernière, nous étions dans ce studio pour évoquer la pénurie suivie d'augmentation du prix à la pompe des produits pétroliers. Nous avions souhaité une explication de la part du gouvernement et comme on pouvait s'y attendre, la ministre du Commerce est sortie du silence et c'était sur une radio de la capitale où elle a expliqué quand même les raisons qui ont motivé cette augmentation, parlant de la fluctuation au niveau du dollar, parlant également de la hausse des frais de transport par voie maritime. Voilà tant d'explications données. Est-ce que vous êtes convaincu? Vous savez, dans de pareilles situations, les explications, chercher est-ce qu'elle convainc ou elle ne convainc pas, là ne se trouve pas le problème, mais c'est la manière dont on a géré la communication qui compte. Et nous sommes de ceux-là qui pensons que le gouvernement est passé à côté de la trappe. C'est quand même ahurissant, c'est quand même dommage qu'on sorte d'une présidentielle et qu'on commence un quinquennat social, et que la première décision à être prise par le gouvernement s'avère une mesure antisociale. La ministre a essayé de se justifier, de justifier l'injustifiable, mais ceux-là qui ont été convaincus se compteraient au bout des doigts, parce que cela ne relève d'aucune logique ce qui s'est passé. À aucun moment on a assisté à une hausse à l'international du prix du baril et nous dire que c'est parce que le dollar connaît une certaine hausse et que au niveau des transports de ces produits pétroliers, il y a aussi une hausse constatée à ce niveau. Pour justifier cela, moi je crois que c'est indécent de servir de pareilles fadaises à la population et aux consommateurs. La ministre, je crois que elle vient de porter un coup dur par rapport à cette mesure insensée.
au quinquennat du chef de l'État. Et je crois que cette explication ne convaincra même les plus niais, ceux-là qui estiment que, bon, il fallait quand même s'expliquer. Elle s'est expliquée, mais quel incident ces explications ont eu sur la situation qui est là? Le tir est parti avec tous les dégâts que cela peut engendrer. Mais moi, je me dis que la ministre Leguezim, celle du Commerce, n'a pas du tout rendu service à l'entame de ce quinquennat au chef de l'État. Tous les ministres, que ce soit le ministre du Commerce, que ce soit le ministre de l'Économie et des Finances et son confrère de l'Énergie, je crois qu'il y avait mieux à faire que d'augmenter et de porter un coup dur au pouvoir d'achat du consommateur. Vous savez, et c'est anodin, mais c'est plein de sens, parce qu'au-delà de l'augmentation de ces prix au niveau des pompes, il y a aussi la répercussion qui se fait sur tous les produits de première nécessité, le transport, les prix des produits céréaliers, tout ça, parce que je me dis que s'il faut rectifier le tir, il y a quand même des manières de le faire. Et tenez-vous bien, toute la scène, toute la mise en scène qui a entouré la situation qui prévalait au niveau d'une pénurie artificielle, et un analyste politique, à la personne de Sir Ademapo, a dit que sous cela avait des relents de délits d'initiés. Et c'est vrai, c'était savamment entretenu, parce que nous connaissons ceux-là qui ont les stations d'essence. Nous connaissons un peu le profil de ces gens-là. C'est des messieurs insatiables qui sont prêts à tout au nom de leurs intérêts à assommer le consommateur togolais. C'est là que se trouve aussi le problème. Et je crois que au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont un grand coup à jouer dans ce sens, en interpellant ceux-là qui ont œuvré à cette augmentation et que les explications sérieuses leur soient données. Là, moi, je crois que la ministre Leguezim ne m'a pas du tout passé à côté de la plaque. Elle ne m'a pas du tout convaincu, comme elle n'a pas convaincu la quasi-totalité des Togolais. Voilà, mais ce qu'on ne comprend pas à la veille de cette augmentation dans notre pays, le Togo, au niveau des prix à la pompe des produits pétroliers, au Ghana, voisin, qui également transporte par voie maritime, qui est plus proche du dollar, on a diminué, on a revu à la baisse le prix. C'est un peu paradoxal. Oui, il y a une volonté de faire mal. Je crois que le président Faure, je ne sais pas s'il est au courant ou pas, parce qu'il y a certaines mesures qu'on comprend à son insu, et je crois que celle-ci aussi s'est faite à son insu. Le Ghana côté aussi, il y a le franc de référence, c'est le dollar. C'est le dollar. Mais si au Ghana voisin, il y a eu une baisse, et que il y a une surproduction à l'international. Et avec le retour de l'Iran sur la scène internationale, je crois qu'il y aura beaucoup de production pour peu de preneurs. Et aujourd'hui, nous dire que c'est par rapport à la fluctuation du dollar que cette situation malacontreuse est intervenue, je dis que c'est tout faux. On ne peut pas se moquer de l'opinion nationale comme ça. Et ce qui est un peu choc aussi, c'est cette inertie, c'est ce silence coupable de ces associations dites associations de défense de consommateurs. Ils s'étaient sortis la dernière fois, ils disent qu'ils n'ont pas été associés et qu'ils annoncent une marche. Non, c'était toujours ainsi. Ces gens-là veulent se donner bonne conscience. Sinon, où étaient-ils? Aussitôt, ces mesures-là prises comme ça, l'effet devrait être immédiat. On devrait assister quand même à certaines mises en garde, à certaines dénonciations de la procédure, mais on n'a rien assisté, ils disent qu'ils n'ont pas été pris en compte. Mais c'est toujours le même refrain qu'ils nous servent. Et ma foi, je crois que les députés, surtout ceux de l'opposition, doivent sortir de leur ont raté, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, de se faire désirer, de se faire intéresser, de se faire un peu grand par rapport à cette situation qui a prévalu. S'ils doivent tout le temps se retrouver dans l'hémicycle seulement pour dire que non, et on ne va pas voter pour un programme de société parce que cela relève des autorités de fait, je crois que ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est une cuisine interne à eux, à ces partis politiques. Mais qu'en est-il de la défense des droits des consommateurs, de la population par de leurs électeurs par ces députés dits de l'opposition? Si au nom d'une certaine solidarité, et les députés de la majorité estiment que non, par solidarité, ils vont défendre un peu ce que le gouvernement est en train de faire. Et qu'en est-il de ceux de l'opposition? Vraiment, c'est des gens qui ne savent pas ce pourquoi ils ont été votés.
ce pourquoi on leur a porté leur choix et qu'ils cessent d'embêter le paisible peuple parce qu'ils ont montré qu'ils sont incapables de défendre la cause de la population. Quand on est député, on n'est pas député seulement de son parti, on est député de la République, on est député de tout le peuple, mais malheureusement, ces gens-là ne savent pas lire entre les lignes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La démocratie, c'est d'aller crier, à se rompre les cordes vocales que non, on a volé les élections, on a fait ci et ça, alors que plus urgent est sur le tapis et il ne s'occupe pas de cela. Voilà. Et puis, ce qu'on peut encore dire, net à savoir qu'il y a quelque temps, le prix du maïs a grimpé, les prix des produits de première nécessité, vous l'avez mentionné un peu plus haut, tout a grimpé avec les fonctionnaires qui étaient déjà sur leur pied d'appel par rapport à peut-être d'autres mouvements dans le cadre de leurs revendications salariales. Aujourd'hui, avec cette augmentation, est-ce qu'on peut envisager un mécanisme ou une mesure d'accompagnement pour peut-être soulager un peu les peines des Togolais? Oui, je crois que j'ai lu une interview que monsieur l'analyste politique Sira Domapor a accordée au confrère Flambeau des démocrates, le Flambeau des démocrates. Là, il a dit que non. Et cette mesure-là, elle est la malvenue parce que ne répondant sur aucun critère sérieux. Si on devrait quand même juguler cette hausse du dollar qu'on nous rebat pour justifier l'injustifiable, on pouvait quand même faire des ponctions sur les salaires des ministres, de certains directeurs et de certains cadres pour peut-être combler, réduire le train de vie du gouvernement. Ça, on l'aurait compris et ça, on aurait dit que mais c'est un bon déclic par rapport au mandat social qui commence. Mais dire que c'est le consommateur, c'est la population qui est taillable, corvéable, merci, c'est là où ça fait un peu désordre. Tenez-vous bien, aucune explication en amont n'est venue étayer un peu ce qui devrait se faire. Tout a été fait notamment. Même ceux-là qui aujourd'hui se donnent cette peine-là de justifier étaient ceux-là même qui avaient dit que non, on pouvait s'attendre à tout, sauf à une hausse. Parce que les gens, voulant savoir les raisons de ces attroupements au niveau des stations d'essence, ont quand même interrogé certaines personnes, des personnes aux ressources qui ont dit que non, tout peut arriver. À une pénurie normale. À une pénurie normale. Moi, je suis voisin à quelqu'un qui travaille à Shell et cette personne m'a rassuré que le carburant, il y en avait même, c'était plein dans les bacs de conservation, mais, et contre tout bon sens, cette mesure-là sort. Je crois que c'est des gens qui sont venus, par cette mesure, contrarier un peu les actions que le chef de l'État devrait mener pour donner un sens à son mandat qui doit être à 100% social. Et si aujourd'hui on l'a fait, c'est qu'on n'a pas mesuré un peu la portée de cette mesure. Parce que on a constaté qu'il y a une certaine lentance dans les mouvements sociaux. Et si cette mesure-là est venue, c'est que ça risque de réveiller le volcan qui dort. Et ils l'auront voulu, parce que face à cette mesure, si on ne prend pas des mesures urgentes pour un peu soulager la population et peut-être doper un peu son pouvoir d'achat, je crois qu'on n'aura pas fait grand-chose, on n'aura pas servi la juste cause, c'est-à-dire que celle du mandat social que nous fredonnons à tout bout de champ. Le peuple a droit à ce respect, on doit respecter le peuple. Quand on est aux commandes d'un pays, et je crois qu'on doit tout faire pour rendre le peuple heureux, mais ceux qui ont pris cette décision, j'estime que le chef de l'État est de retour et qu'il doit prendre les mesures urgentes. Vivement qu'il y ait un conseil des ministres pour voir un peu comment est-ce qu'on peut essayer de régler les angles pour qu'on puisse peut-être apporter des mesures qui soulageraient le peuple. Sinon, si ce n'est pas le cas, là, je crois que les populations auront de bonnes raisons de douter quand même de la bonne foi de nos gouvernants. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à la pénurie, vous n'êtes sans savoir qu'il y a eu de très longues queues dans les stations-service. Par endroits, on vous dit il n'y a même pas de carburant, c'est fermé. Et puis, notamment, cette décision arrive et le lendemain matin, comme par magie, on ne sait pas quelle alchimie, on a ravitaillé ces stations-là, mais le carburant a atterri. Ce que d'aucuns assimilent à ce qu'on peut appeler escroquerie. Est-ce qu'on peut envisager une plainte contre ce comportement? Oui, quand on sait ceux-là qui détiennent ces stations d'essence, on comprend bien que ça a été vraiment... La mise en scène a été
parfaite pour eux, mais très imparfaite pour nous. Ils avaient de l'essence, toutes les stations avaient de l'essence, mais ayant eu la primeur de ce qu'il devrait arriver, ils ont quand même créé une pénurie artificielle. Ils ont créé cette rétention-là, et certaines fois vous arrivez à ces stations-là, on vous dit qu'il n'y a pas de carburant. Mais le lendemain, il a seulement suffi que la veille, on leur dise que non, il y a eu des augmentations sur les produits pétroliers, que bon, comme par magie, et les réservoirs de ces choses-là soient remplis du pétrole et de l'essence. C'est inhumain. Et sous d'autres cieux, je crois que si on portait plainte, ces plaintes-là auront de bonnes raisons d'aboutir parce que on ne gère pas une situation comme ça. Ce n'est pas le peuple qui doit toujours subir. Il va falloir que certains consentent une fois que non, ils sont là, quand c'est bien, ils sont là. Et quand c'est mal aussi, ils devraient l'assumer. Toutes les fois, quand il y a augmentation des prix, quand il y a des relents d'augmentation, c'est le même scénario, c'est le même scénario que nous observons au niveau des stations d'essence. Ni le gouvernement, ni les associations de consommateurs n'ont jamais élevé la voix pour condamner cela. Donc, je crois qu'à partir du moment où ceux-là qui devraient élever la voix pour discipliner la galerie ne font rien, ces propriétaires de stations d'essence-là pensent que c'est bien et que toutes les fois ils doivent procéder ainsi pour peut-être faire le maximum de bénéfices. C'est indécent, ce n'est pas normal. Je crois que une fois, si les associations de consommateurs veulent se rendre un peu responsables, veulent se prendre un peu plus au sérieux, je crois qu'ils pourront porter plainte et que cette plainte-là sera soutenue. Maintenant, aujourd'hui, je crois que ça devient un comportement un peu qu'on peut qualifier de mauvaise foi parce que quelqu'un me disait la dernière fois que leur maisonnier les a réunis pour leur dire que désormais les frais de location sont revus à la hausse parce que on aurait entre-temps augmenté le prix du ciment, alors que c'est une maison qui est construite en 1974, depuis 1974. Quelle incidence l'augmentation du prix du ciment peut avoir sur une maison construite en 1974? Non, cela relève de cette mauvaise foi que nous clamons. Il y a des gens qui pensent que se faire le maximum de bénéfices au détriment du bon sens. Finalement, on serait dans un no man's land. Parce que chacun fait ce qu'il pense. On a un ministère du logement. Vous voyez, c'est une escroquerie planifiée. Quand, en aucun moment, le ministère du Logement n'a levé le doigt pour peut-être condamner cette procédure qui consiste à dire que, bon, si vous voulez intégrer une maison, il faut payer 2 ans ou 3 ans d'avance. Là, c'est jamais. On n'a jamais créé un cadre où les gens viendraient se plaindre pour discipliner ces propriétaires de maisons véreux. On n'a jamais fait ça. Donc, eux, ils se croient dans leurs droits. C'est vrai, on n'a pas construit pour eux, mais le bon sens voudrait quand même qu'il y ait un cadre réglementaire dans lequel cela doit se faire. Si aujourd'hui, n'importe qui se lève pour dire que non, j'ai construit ma maison il y a peut-être 20, 30 ans ou 40 ans et que, vu le prix du ciment, non, c'est leur droit. Parce que c'est un boulevard qui est complètement dégagé. Ils peuvent faire comme bon leur semble. Vous allez les convoquer où? Et tenez-vous bien, le pire, le drame, vient du fait que certains propriétaires de maisons refusent les nationaux. Parce que les nationaux n'ont pas un pouvoir d'achat conséquent. Quand vous arrivez pour prendre une maison chez quelqu'un, chez un de vôtres, un parent ou un Togolais, on vous refuse. On préfère céder ces maisons qui payent bien. Qui payent bien aux Nigériens, aux Libanais et tous ceux-là qui ont des pouvoirs d'achat quand même conséquents. Là, je crois que continuer toujours par fermer les yeux, à jouer au varan par rapport à cette situation qui étrangle dangereusement le consommateur ou bien la population, je crois que c'est une complicité active qui se fait. Qu'est-ce qu'ils ont en retour par rapport à tout ce à cet étau-là dans lequel on comprime les choses? On ne le saurait pas. Je crois que le mandat social, il y a quand même des paramètres qu'il faut suivre. Et si Faure, après 5 ans, ne veut pas porter le masque quand il viendrait à faire le bilan de ce quinquennat, je crois qu'il faut taper du poing sur la table. On a assez usé de la carotte. Maintenant, l'heure du bâton a sonné pour que le peuple puisse se dire ouf, enfin.
Voilà. On nous porte dans le cœur quelque part, nous intéressons un peu, nous sommes inscrits en lettres d'ordre dans les préoccupations de nos gouvernements. Je crois qu'il va le faire. Le premier tir, il est parti, avec tous les dégâts, avec toutes les supputations que cela a engendré. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour quand même rectifier ce qui a été fait. Voilà. Et ce qu'on observe également, vous savez, en période électorale, on a vu quand même toute une panoplie d'associations se réclamant de la société civile, parce que c'est la chose politique, initiant des projets par-ci par-là, parce qu'il y a des financements, que ce soit au niveau de l'État ou des partenaires financiers. Aujourd'hui, on est face à un peuple qui souffre, un peuple qui s'humilie, un peuple qui se cherche. Parce que le panier de la ménagère est aujourd'hui aidé et vide. C'est aidé parce que ce n'est pas vide de soi ni de fait, c'est aidé. On l'a aidé à être vide. Face à ça, ces associations se résument à un silence et d'autres qui peuvent le faire, c'est par des communiqués ou des tapages sur les ondes. Non, c'est des commerçants. Ce ne sont pas des gens sérieux, je le dis, je l'assume, c'est des commerçants. C'est là où il y a des billets à brasser qu'ils s'intéressent. À la dernière présidentielle, il y a le PNUD, il y a les partenaires au développement qui avaient quand même sorti l'artillerie lourde pour financer le travail que ces associations ou bien ces associations dites proches de la société civile vont faire. Parce qu'il y a du grain à moudre. Ils ne se sont pas fait prier avant de se lancer dans cette aventure. Défendre le consommateur, défendre un peu certaines choses qui rentrent dans le cadre social. Ça ne les regarde pas du tout. Est-ce qu'ils ont des billets à prendre là-dedans? Non, pas du tout. Donc, c'est des associations mercantilistes, des associations qui font leur petit commerce quelque part et dire qu'ils s'intéressent un peu au devenir ou bien un peu au sort de la population, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ne s'intéressent même pas, puisque aujourd'hui, il faut qu'on dise que non, c'est fini. Bon, on pense au local. Vous les verrez entrer en transe, parce que ça rapporte. Il y a l'Union européenne qui va mettre la main à la poche. Il y a le PNUD qui va sortir les chéquiers, la Banque mondiale et puis les autres partenaires. C'est ça qui les intéresse. Maintenant, sortir, donner le ton par rapport à une situation intérieure qui prévaut et qu'il faut quand même se prononcer là-dessus. Là, ils se rivent le caca, ils ne disent rien. C'est là aussi le mal togolais, le mal de ces associations dites de la société civile. Et tenez-vous bien, c'est des associations lugubres parce que à un moment, ils ont cru être les relais de certains partis politiques. On a vu un peu ce que ces associations dites de la société civile ont fait. Ils ont créé une situation qui a frôlé l'embrasement dans le pays, au lieu d'être là en retrait et de juger les acteurs politiques par rapport un peu à un certain écart qu'ils prendraient de celle-ci. Ces associations étaient partie prenante de certains partis politiques. Quand certaines associations de la société civile sont allées jusqu'à faire allégeance à certains partis dans ce pays-là, on a crié, mais où en sommes-nous? C'est là le drame togolais. Il va falloir quand même que ces associations quand même redorent un peu leur blason, et cela passe par se sentir plus proche du peuple. Se sentir plus proche du peuple, non plus proche des billets de banque. Voilà, très bien, on vous a assez compris. Maintenant, par rapport aux économistes, vous n'êtes sans savoir que depuis plus de 5 ans maintenant, le Togo avait atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, ce qui a conduit donc à l'annulation de la dette extérieure du Togo. 5 ans après, aujourd'hui, on parle de 1000 milliards d'endettement. Avant d'aller au fait fond pour savoir ce qui peut expliquer ça, est-ce que cet endettement peut également expliquer cette situation de pouvoir d'achat assez faible que nous vivons au Togo? Le peuple togolais, c'est un peuple très élégant dans son approche. Ce peuple-là qui a toujours accepté et accompagné la dynamique qui prévaut au niveau des gouvernants. Et avant qu'on atteigne ce point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, on avait mis le peuple à contribution. On lui a demandé des sacrifices et il a accepté consentir de grands sacrifices pour que cette embellie-là survienne. Mais quand cette embellie était au rendez-vous, qu'est-ce que le peuple a gagné en contrepartie? Pas grand-chose.
Le peuple n'a rien gagné. On a dit, mais attachez votre ceinture. Attendons seulement que nous atteignions ce point d'assèchement de l'initiative PPTE pour qu'il coule miel et lait dans ce pays. Nous y étions. On nous a dit, beaucoup de milliards ont été quand même des remises de dettes du Togo. Ça se chiffre à plusieurs milliards de nos francs. Mais quelle incidence cela a eu sur le panier de la ménagère? Pas grand-chose. Même les syndicats qui, entre-temps, sentant la situation redevenue normale, qui voulaient quand même gagner quelque chose par rapport à cette situation, on n'a fait que traiter les tournées en bourrique. Et c'est indécent que ce peuple-là, qui, ma foi, a accepté consentir des sacrifices, ne soit pas dans... Soit remercié à monnaie d'échange, ne soit pas dans les intentions, les agendas de bonne intention de nos gouvernants. Aujourd'hui, c'est un peu affreux. 1000 milliards, après 5 ans seulement, qu'est-ce qu'on en a fait? Il faut quand même il y a quand même les routes, il y a l'électrification. Non. Il y a beaucoup de choses qui se font. Non, c'est farfelu, c'est vrai. Et le régime passé avait laissé certaines infrastructures dans un absolu état de délabrement et il fallait tout refaire. Mais au-delà de ça, le peuple qui a accepté serrer la ceinture, qui a accepté 1001 privations pour que nous atteignions là, qu'est-ce que ce peuple a gagné? Si ce n'est sacrifice. Le chemin de croix se poursuit allègrement et ceux-là que je qualifierais de sadiques sont là, ils jouissent en faisant mal à ce peuple. Je crois que on va pouvoir discipliner la galerie et on doit pouvoir demander des comptes à des gens, notamment au ministre de l'économie et des finances, aujourd'hui ministre d'État. Qu'est-ce qui a prévalu? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'aujourd'hui on atteigne ce plafond de l'intolérable? Plus de 1000 milliards. C'est en moins de 5 ans. En moins de 5 ans. C'est affreux. Là, il y a des exemples qui sont proches de nous, qui devraient nous pousser à éviter cette situation. Prenez l'exemple de la Grèce. Ça n'arrive pas qu'à ces pays. Le Togo est sur la bonne lancée pour que notre cas soit celui de la Grèce. Bon. On nous dit que c'est sur fonds propres, que certains financements propres, que certains travaux sont engagés dans le pays, et surtout les constructions des routes. Si tel est le cas, alors les 1000 milliards de dettes, ça relève de quoi? Qu'est-ce qu'on en a fait? Là, il va falloir que les gens s'interrogent. Je crois que je vais encore revenir pour titiller les députés qui ne jouent pas leur rôle. Quand ça commence par s'ébruiter comme ça, c'est quoi faire? Il n'a qu'à interpeller ceux-là qui ont en charge la gestion de la caisse. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pourquoi on a atteint là-bas? Qu'ils nous donnent des explications qui nous convainquent. Si effectivement ça rassure, là on dira que non, ils n'ont qu'à continuer. Mais si ça ne rassure pas ces explications, on va freiner leur élan. Parce qu'ils sont là aujourd'hui, ils vont partir demain. Mais il ne faudrait pas que nous créions des situations qui ne soient pas gérables à la progéniture. Ça serait vraiment grave. On ne peut pas, à partir du moment où on n'a rien fait pour cette progéniture, autant l'épargner de certaines situations qui, à la longue, risquent d'annihiler tout élan de développement dans le pays. Donc, certains nous disent que le FMI Togo est en train de plier bagage. On le dit, certaines presses ont relayé cela, mais cela laisse de marbre ceux-là qui sont censés monter au créneau pour nous donner des explications si c'est vrai que le FMI est en train de quitter le pays, ou bien si ce sont des supputations. Alors, pourquoi 1000 milliards après seulement 5 ans? C'est inquiétant. Très inquiétant. Très inquiétant. Et puis quand vous faites un tout petit peu le tour, vous avez quand même cette situation par rapport à la Grèce, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a réveillé l'attention des économistes sur le continent. Et puis il figure également un compatriote, l'ancien ministre Kako Nubupo, qui élève leur voix donc contre le franc CFA, qui selon eux serait vraiment ce cordon ombilical qui continue d'alimenter la France-Afrique. Non, le franc CFA, on le dira même, n'en déplaise à certains, c'est quelque chose qui est créé pour la grandeur de la France et non la grandeur des pays africains qui en partagent le CFA, le franc. C'est un objet, c'est les reliques de la colonisation. Vous savez, toutes les devises de nos pays qui sont pourtant bien riches. Mais il faudrait que la France décide avant que nous ne... Bon, c'est une autre forme de soumission
que l'autre là a essayé de dénoncer, mais bon, la finalité c'est quoi? C'est qu'il est un emmerdeur public. Des esprits comme ça, il faut les... Il a été balayé. Il a été balayé comme un malpropre, alors que les idées que le ministre Kakou Mbouko avançait, c'était des mesures révolutionnaires, des mesures qui pouvaient quand même faire grandir l'Afrique ou bien faire grandir les pays qui ont en partage le franc CFA. Si quelque part, la métropole, l'ancienne métropole, la France, tire les ficelles pour que ces pays-là restent dans le giron du franc, je crois que c'est de bonne guerre. On ne va pas scier, eux, ils ne vont pas vouloir scier la branche sur laquelle ils sont assis, la branche qui leur donne une certaine aura. Il appartient maintenant aux pays qui ont en partage le franc CFA de prendre leur responsabilité, de se soustraire de cette emprise qui les étrangle. Si après plus de 55 ans d'indépendance, nos pays sont dans cet état, nos économies sont dans cet état, c'est dû à la France qui refuse quand même que ces pays-là émergent. Prenez un peu le cas de ces pays anglophones qui ont été colonisés comme vous. Prenez le Ghana, prenez le Nigeria, prenez d'autres pays. C'est des pays qui pètent la forme. C'est des pays qui se sentent bien parce qu'à un moment, la puissance colonisatrice que la Grande-Bretagne a accepté leur concéder beaucoup de choses, notamment la gestion de leur monnaie. Et si aujourd'hui la France reste, avant même le premier président du Togo indépendant, Gilles Christ, c'est parce qu'il avait eu des velléités. C'est parce qu'il avait eu des velléités de se soustraire du franc CFA que De Gaulle a donné feu vert pour sa liquidation. Et cela, c'est ça. Si aujourd'hui, après 50 ans, on commence par être les laquais, les marionnettes de la puissance de la métropole, l'ancienne métropole, c'est que quelque part on ne veut pas grandir. Cette indépendance, elle ne signifie rien. Si on est indépendant politiquement, et politiquement encore, cela reste à vérifier. Économiquement, c'est sous l'emprise de la France. Là, ça veut dire c'est une indépendance de fait qui ne repose sur aucune assise, sur aucune base solide. Donc, à ces pays qui ont en partage le franc CFA de réfléchir, de prendre leurs responsabilités. Voilà, au même moment qu'on parle, par exemple, de la dette extérieure du Togo qui s'élève à plus de 1000 milliards, on parle de flux de capitaux, c'est-à-dire des fonds qui quittent notre pays vers l'extérieur, qu'on met au niveau dans des paradis fiscaux, comme on l'a dit, dans des comptes noirs, dans des banques spécialisées dans ce domaine-là, au niveau peut-être de la Suisse et autres. C'est également chiffré à plus de 1000 milliards. Comment ça s'explique? Oui, et le Togo s'englue dans une dette qui ne se justifie pas. Au même moment, au Togo, il sort plus de 1000 milliards par an. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses ici. Moi, je le conçois. Quand on risque un petit pas au niveau de nos ports, le port autonome de nos où la manutention a été cédée à certains, ils brassent des milliards là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'investissent pas au Togo. Ils investissent, on a vu quand même avec Bolloré, on voit Blue Zone, on a vu arrêtez de vous faire griser par ces brillants-là. Arrêtez de vous faire griser par ces brillants-là. Vous savez combien ils ont eu pour peut-être sortir les miettes pour créer cette situation-là? Nous n'allons pas nous rendre coupables d'une certaine spoliation de nos ressources, de notre pays. Ça, accepter, voir ces petits brillants-là, qu'on par moment après, qu'on soit repu, qu'on ait mangé à satiété, qu'on lance les os et qu'on se mette à applaudir là, c'est indécent. On doit un peu relever le débat, on doit un peu voir la chose sous un aspect un peu plus critique que ça. Vous pensez que si ces gens-là ne venaient pas prendre notre port là, nous-mêmes, au Togo, nous ne serons pas en mesure de gérer ça, la manutention? Ils ne font aucun miracle. Le Togo peut même gérer ça avec plus de sérieux et que quand vous prenez l'aéroport, l'aéroport pète la forme. Le DG Kogoué est en train de faire un travail de bonne qualité. L'aéroport, c'est nous qui gérons ça. Et l'aéroport, la société aéroport de Lomé Toko est l'une des directions quand même qui est porteuse de bien-être économique. Et c'est un compatriote, c'est le Togo qui gère ça. Vous comprenez?
Et même l'aérogare qui a été agrandi, c'est le Togo qui est en train d'induire cela. Ça veut dire que nous pouvons en faire autant pour certaines structures. Quand vous prenez un peu le secteur des phosphates, où on dit que bon, là-bas, c'est les Israéliens qui font la loi là-bas. Effectivement, le Togo aussi peut le faire. Il suffit seulement de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Quand on prend les sociétés d'administration de zone franche, quand on prend les Chinois, les Coréens, je ne suis pas en train de les stigmatiser, mais ils ne font pas ce travail. On n'exploite pas nos sœurs pour peut-être après tout investir les bénéfices dans le pays. On rapatrie. Donc, si vous voyez un peu tout ça là, toutes ces sorties d'argent là, dire que bon, il y a des sorties qui se chiffrent à plusieurs milliers de dollars, de nos francs CFA, ça se justifie à tous les égards. On n'a pas besoin d'être un économiste chevronné pour constater cela. Là, des gens qui veulent investir dans le Togo, c'est bien. Le Togo a besoin de l'apport extérieur pour avancer, pour développer son économie. Mais il faudrait que cela se fasse sur des bases quand même données. Vous avez tant, mais acceptez qu'on investir tel pourcentage dans le pays qui vous a accueilli et qui vous donne toutes les facilités pour que vous grandissiez. On ne doit pas seulement grandir et peut-être laisser la ruine au pays qui a accepté, au pays d'accueil. Donc je crois que tout ça là, on dit que bon, on veut un Togo émergent d'ici 2030. Sur ces bases, même à 2000, sur ces bases d'endettement et dans ces conditions d'exploitation du pays, je crois que même en 2050, on n'atteindrait pas, on ne verrait pas un Togo émergent. Là, il va falloir que les autorités, ceux-là qui claironnent cela, sachent ce qu'ils vont faire pour peut-être créer la dynamique qui ferait grandir le Togo. Voilà, grandir le Togo, ça passe par l'application du droit, notamment donc l'attraction, on peut l'appeler ainsi, des gros pilleurs de la République, parce que vous n'êtes sans savoir que il y a des Togolais qui sont vraiment, qui vivent dans l'insolence totale en termes de moyens financiers. C'est vrai qu'à l'époque, avec le feu général Eyadema, il y avait une commission qui craquait ces corrompus-là, ces gros pilleurs, même si d'aucuns ont estimé que ce n'était que des petits poissons qui ont été pris et les gros étaient restés allumés d'eux entre griffes. Aujourd'hui, on veut remettre en selle une haute autorité pareille, une agence qui va donc traquer les corrompus, sauf que les Togolais sont un peu pessimistes. Oui, et pessimistes, ils doivent l'être. Parce que de par le passé, qu'est-ce que la Commission anticorruption a donné? C'est de traquer certains, ceux-là qui l'ont alimenté, et s'en sont servis pour régler les comptes. Il y a les gros poissons qui passaient en travers les mailles de cette commission, et c'est les alevins qu'on prenait et qu'on brandissait comme étant ceux-là qui sont à la base de tous les maux qui minent le pays. Là, c'est cette politique de devoir de mesure qui avait prévalu et qui avait peut-être fait décrier cette commission qui a été créée. Si aujourd'hui on estime qu'il faut créer une haute autorité de la lutte contre la corruption, je crois que c'est parce que à un certain niveau, on s'est rendu compte que la commission est en train de gangréner le pays. Tous les secteurs porteurs sont gangrénés par cette corruption. Quand il y a les commissions qu'on préçoit et les retours commissions qu'on reverse, c'est des trucs qui font tellement... Les surfacturations, ce sont des trucs qui font très mal à notre économie. On ne peut pas se développer avec une situation pareille dans le cas où la corruption est érigée en système dans le pays, où c'est pas vous et nous qui alimentons cela. Ils sont là. Parce qu'ils ont des acquaintances avec certains hauts perchés, ils se croient trop permis. Là, il va falloir qu'on puisse donner carte blanche. Des amis personnels. Des amis personnels, tout ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse se clamer ami personnel du chef de l'État et faire mal à l'action du chef de l'État. Le chef de l'État, on sait que c'est un président qui n'aime pas frustrer. C'est un président qui, au nom d'un certain apaisement, a accepté avaler certaines couleuvres. Mais je crois que jusqu'à quand va-t-il avaler ces couleuvres-là? Jusqu'à quand va-t-il laisser faire? Il est grand temps que la carotte fasse place au bâton. Il faudrait quand même enlever toute envie à ces gens-là, à ces kleptomanes, de continuer comme si le Togo était leur champ de manioc où il faut se gaver à satiété et oublier que non,
au-delà de tout, il y a le pays, il y a le développement. Le chef de l'État qui court, qui va prendre langue avec certains partenaires au développement. Et au même moment, il y a des gens qui reprennent toutes les ressources-là pour leur propre poche. Je crois qu'il va falloir qu'on tape du poing sur la table. La corruption, c'est vrai, mais il faudrait que ceux-là qui vont l'alimenter ne soient pas des gens corrompus. Des gens qui vont penser plus à eux. Est-ce qu'en traquant tel, je n'aurai pas peut-être en retour des dividendes qu'on va me donner pour que je me mure dans un silence par rapport à ce qui se fait? Là, il va falloir qu'on cherche les bonnes personnes pour choses. Et d'ailleurs, les institutions que nous créons, c'est des institutions qui n'existent que de nom. Quand on prend la Cour des comptes. La Cour des comptes. Nous sommes en 2015 aujourd'hui. Et si cette Cour-là va faire le rapport, ça serait un rapport datant de 2012. Donc, c'est une Cour des comptes qui est anachronique, qui ne suit pas les choses telles qu'elles se passent dans le temps. Mais vous voulez que c'est le chef de l'État qui doit taper sur la table pour discipliner ces gens-là. Ces gens-là sont payés par le contribuable par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne les vire pas si on estime qu'ils ne font pas du bon boulot? Voilà. C'est la grande question. C'est le travail des députés. C'est le travail des députés. Ces députés qui se disent de l'opposition, de la majorité, c'est leur travail. Ils doivent œuvrer à accompagner cela. C'est le pouvoir, c'est les députés. Mais à partir du moment où les députés se murent dans un silence, ils se liquéfient, ils ne trouvent pas complices de la situation. Ils deviennent complices de la situation. Je ne trouve pas à aucun moment la responsabilité du chef de l'État, mais c'est les députés qui assistent avec une certaine complaisance à ce pourrissement de la situation. Voilà, très bien. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a comme l'impression finalement que les Togolais n'ont plus confiance en leur justice. Il y a quand même certains dossiers qui expliquent cette méfiance vis-à-vis de la justice togolaise, notamment, vous prenez par exemple l'affaire des incendies des marchés du Togo, où jusqu'à ce jour, on n'a aucune idée sur le procès. Vous prenez par exemple l'affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, il y a eu procès, mais au même moment où il y a eu des arrêts qui ont recommandé à ce qu'on procède à la libération de certains, de Pacha Nyasibeko accusés. Vous prenez par exemple l'affaire d'escroquerie internationale avec le ministre Pascal Bodiona, qui est devenu finalement un témoin bouc émissaire parce que les autres pièces maîtresses sont parties et c'est finalement lui qui est pris en otage autant de sujets, autant de dossiers pendant devant le tribunal ou les tribunaux de notre pays. Et quelle observation vous en faites? Mon cœur saigne quand on égrène tous ces chapelets de procès, d'affaires creuses. Et je crois qu'il n'est pas encore tard pour rectifier le tir. C'est des affaires qui n'existent que de nom, parce que certains, à un moment, optaient de les baptiser comme tels. On ne va pas se voiler la face. Le Togo est dans une dynamique sous-régionale, la CEDEAO. Vous avez vu le nombre de fois que le président en exercice de la CEDEAO d'alors, le président John Mahama Dramani, le nombre de tours qu'il a fait au Togo parce qu'on voulait organiser une élection, parce que le Togo tenait à cœur à ce regroupement sous-régional qu'est la CEDEAO. Et au même moment, le Togo est un pays, c'est l'une des locomotives de cette assemblée régionale, un père fondateur. Et je conçois mal que certaines décisions de cette haute cour soient rendues et que cela ne titille même pas la susceptibilité de nos gouvernants ici. C'est affreux, c'est ahurissant. On ne peut pas être dans une entité, que cette entité dans laquelle on fait partie, on est partie prenante, puisse décider de certaines situations, surtout sur certains dossiers pendants, et qu'on joue au varan, qu'on joue au muet dans cette situation-là. Le dossier Pascal Bodiona, c'est un dossier qui a été baptisé comme tel, parce que ça devait faire plaisir à tel, et au bout du fil, on devrait mettre quelqu'un en prison. Et ce quelqu'un, c'est Pascal Bodiona. Quand on voit aujourd'hui tous ceux-là qui étaient au cœur de cette affaire bidon, ils sont où? Quand on prend l'Émirati, lui, il a disparu de la circulation. Je crois même que lui, il a été approché pour jouer un rôle malveillant là-dedans. Les Arabes, c'est des gens quand même qui ont des cœurs, c'est des gens quand même qui ont une certaine hauteur, qui prennent certaines hauteurs. C'est des gens qui ont la crainte de Dieu en eux. Mais Abbas Youssef a accepté de jouer un rôle qui, ma foi, n'est pas le bon rôle. Il a servi d'appât pour qu'on puisse prendre quelqu'un. Quand on prend Agba Bertin, il est où?
il se la coule douce ailleurs, sous d'autres cieux. Quand on prend Loïc Lefloche-Prigent, il est parti et bon, toutes les occasions lui sont belles pour envoyer des flèches en direction de Lomé. Donc, tout ça là, aujourd'hui c'est Pascal Bodian. Quand on prend même l'ancien ambassadeur du Togo, Bipi Bénissan, où est-il? Je crois qu'il faut carrément démanteler ce dossier. Et c'est vrai, on a eu à faire mal à quelqu'un. Et il faut réparer ce tort qu'on a causé à Chaux. La place de Bodiona n'est pas la prison civile de Tchévier. Si on a voulu montrer à Pascal Bodiona qu'on est fort, oui, on leur concède cela, ils sont forts. Mais aujourd'hui, face au droit, face au verdict qui viennent de la haute cour de justice de CEDEAO, on ne peut pas rester muet face à cela. Cela nous interpelle. De l'extérieur, les gens nous regardent. Si les gens veulent investir, si le Togo veut être grand, c'est par rapport à sa justice. C'est par rapport à sa justice qu'on démontre tout ça là. C'est immonde, c'est pas bien. Ça choque les consciences, les bonnes consciences. Parce que non, parce que quelqu'un qu'on voudrait prendre, on a alimenté le débat, on a alimenté les réseaux. Et quand on l'a pris, c'est silence radio autour de ça. La place de Bodiona, c'est pas la prison civile de Tchévier. Il a droit à être relâché parce que certaines hautes juridictions ont estimé que ce dossier est vaseux, c'est creux. Cela ne repose sur aucune base sérieuse. C'est des trucs cousus de fil blanc qui n'échappent pas. Même les niais savent que c'est un dossier creux. C'est un dossier qui ne repose sur aucune base sérieuse, qui a été monté à la base. Ce qu'on ne comprend pas dans cette affaire d'escroquerie internationale, on nous a quand même dit que c'est sur la base d'une plainte de l'Émirati Abbas Al-Youssef que Pascal Bodiona a été pris et donc écouté premièrement en tant que témoin. Après, rapidement, il est devenu inculpé et il est là où il est aujourd'hui. Et quand vous prenez l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, dans le libellé, on dit que c'est une affaire qui oppose l'État togolais à Pascal Bodiona. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? L'État togolais se substitue à l'Émirati? Mais cet Émirati, permettez-moi un peu de dire tout le mal que je pense de lui. C'est un monsieur qui n'est pas clair, qui n'est pas clean. Quand il a voulu sortir la prétendue fortune de Gueye qui se trouverait à la BCAO, il a quel lien de filiation avec Robert Gueye pour se donner tout ce mal pour sortir ça? On a mis en scène une certaine Awa Mounira. Non, arrêtez ça, ce monsieur faux. Ce monsieur, un grand escroc qui court les rues, qui est quelque part tranquille dans son petit coin. C'est pas un monsieur sérieux. Il vient ici et on lui déroule le tapis rouge en deux grippes. On l'entoure de tous les soins. Parce qu'au bout du fil, on sait que d'Abbas Youssef, on prendrait quelqu'un qu'on voudrait prendre. C'est tout. L'État togolais, Abbas Youssef, maintenant c'est l'État togolais. Là qu'on nous dise, et ce monsieur, il est où? Avant, il ne se passait pas 2 mois où ce monsieur ne mettait pas pied ici. À partir du moment où on est arrivé à une certaine fin, peut-être qu'on lui a dit de se mettre très loin des 56 600 km². Et que bon, on est arrivé à notre fin, qu'on se le dise. Aujourd'hui, quand on prend cette histoire des incendies des marchés, on nous a dit que le dossier était bouclé et qu'on assisterait à un procès. Ce dossier est bouclé, c'est ça jusqu'à ce jour, plus de 2 ans après, on est là à cette situation de blocage. Avec des gens en prison. Et quand on prend aussi cette histoire d'atteinte à la sûreté, le verdict a été donné, mais il y a l'un des principaux acteurs de cette situation qui est malade. Je crois que si, entre-temps, on a pu relâcher Loïc Lefloche-Prigent parce qu'il était malade, je crois que la même décision peut aussi la même situation aussi peut se faire sur la personne de Kwacha Gnassingbé qui est malade, qui est dans un état extrêmement grave. Non. Il faudrait aussi, au-delà du mandat social, le mandat social aussi, cela suppose le pardon. Et nous sommes toujours dans cela suppose le pardon. Cela suppose le pardon. Le chef de l'État est le chantre de la réconciliation, de l'apaisement dans le pays. Et cela passe aussi par ça. L'apaisement qu'on veut dans le pays, cela passe par une suite qu'on trouverait à ces problèmes. On ne veut pas qu'il se substitue à la justice, mais il a quand même, c'est le premier magistrat du pays, il a quand même une carte à jouer pour que la situation redevienne normale. Le pardon, oui, on la veut, et ce pardon-là, en la faisant, on est en train de donner un sens à la réconciliation et à l'apaisement qu'on veut dans le pays. Très bien. Merci donc
Tchakala, je crois que le dossier Obama aussi, ça tournait, si on a 2 minutes. Quelques petites secondes. Non, mais Obama, ça tournait en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Rien. Il a prêché l'homosexualité. Rien. Au moment où on parle du développement de l'Afrique, au moment où on parle de la sécurité de l'Afrique, avec ces mouvements djihadistes, ces mouvements terroristes, ce que Obama trouve à prêcher, c'est le droit des homosexuels, qu'il arrête cela. Si on a un message à le dire, c'est que... On a apprécié quand même la réponse du président kenyan. La réponse du président Uhuru Kenyatta est une réponse appropriée. Au niveau même du Sénégal, il avait aussi voulu tenter cela. Et Macky Sall lui a dit non. Je crois que l'Afrique a ses réalités. S'il doit professer ça chez lui, qu'il le fasse chez lui. Mais ici, ce qu'on veut, c'est le développement du continent africain. C'est comment est-ce que le continent peut arriver à gérer ces mouvements terroristes. Mais moi, j'ai cru qu'il devrait au moins se pencher sur le problème, le sommet international sur la sécurité maritime. L'Afrique tire à 90% de ses ressources, de ses richesses des océans. Je crois que l'initiative du Togo devrait être relayée par le président Obama parce que la trouvant juste et bonne pour l'Afrique. Mais s'il va se promener pour dire que les homosexuels leur doivent et qu'on leur concède ça, je crois que c'est grave. Il est en dehors de notre temps. Très bien. Merci beaucoup, on vous a assez compris. Merci pour la disponibilité. Non, c'est avec plaisir qu'on répondra toujours présent à ton appel. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Consivi Georges Souné Aoudia, Octavio Alagbo et les autres, sans oublier Malix Magloire à la KMTB et les autres équipes des médias partenaires. Retenez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, c'est pour vous également que vous le faites. Et par conséquent, le bien est préféré parce qu'avec ce bien, vous passerez de derniers jours, de très bons jours à Dieu sur la terre. Bonne journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir.